Des monstres en caoutchouc aux kidnappeurs martiens, voici les films qui ont été des échecs retentissants, mais qui sont d'une certaine manière devenus légendaires. Êtes-vous prêt à grimacer, rire et remettre en question la réalité? Vous êtes-vous déjà demandé à quel point un film peut être mauvais tout en restant dans les mémoires pendant des décennies? Les années 1960 étaient une époque de révolution, de créativité et de nouvelles visions audacieuses sur grand écran. Mais tous les films n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Explorons les 20 pires films des années 1960. Numéro 20. Zontar, La chose de Vénus, 1966. Il est difficile de surestimer à quel point Zontar, La chose de Vénus, capture l'esprit des désastres de science-fiction à petit budget des années 1960. Réalisé par Larry Buchanan, un homme dont le nom est désormais synonyme de cinéma kitsch. Ce film est un remake plan par plan de It Conquered the World de 1956. Mais au lieu de mettre à jour les effets ou l'histoire, Buchanan parvient d'une manière ou d'une autre à rendre tout plus bon marché, ridicule et, soyons honnêtes, pire. Le film nous présente le Dr. Kurt Taylor, un scientifique respecté. Son meilleur ami, le Dr. Keith Ritchie, pense qu'un extraterrestre de Vénus nommé Zontar peut résoudre tous les problèmes de la Terre. Spoiler. Zontar n'est pas du type ET amical. Quand l'extraterrestre arrive, il se révèle hilarant sous la forme d'une créature en caoutchouc avec des ailes de chauve-souris qui ne ferait pas peur à un enfant. Ce qui suit est une série d'attaques de contrôle mental dans lesquelles Zontar envoie des injectopodes, essentiellement des chauves-souris en plastique sur des fils, s'accrocher au cou des habitants malheureux. Les victimes deviennent alors des sbires robotiques, avec des regards vides, et un jeu d'acteurs pire encore. Les dialogues sont guindés, l'exposition est interminable, et le film est tourné en noir et blanc morne, même si la couleur était la norme. Effets spéciaux, pensez aux machines à fumer et aux lumières de Noël et vous y êtes presque. Lorsque Zontar apparaît enfin dans son intégralité, c'est un homme dans un costume qui ressemble à un assemblage de morceaux de tapis et de jouets de piscine. L'affrontement final est une leçon sur comment ne pas construire le suspense. Les personnages parlent, marchent et tirent sur des ombres tandis que Zontar se débat dans la grotte. Malgré tout cela, ou peut-être à cause de cela, Zontar est devenu un favori culte. C'est un incontournable pour les marathons de mauvais films tard dans la nuit et les soirées de moquerie. Un parfait exemple de la sincérité et de l'horreur décomplexée qui définissent le meilleur du pire des années 1960. Numéro 19. The Cape Canaveral Monsters, 1960. La course à l'espace battait son plein dans les années 1960 et Hollywood était impatient de profiter de l'engouement. Voici The Cape Canaveral Monsters, un film qui est moins une célébration de l'exploration spatiale et plus un avertissement sur ce qui se passe quand un scénario est écrit en un week-end. Le principe? Deux êtres extraterrestres maléfiques habitant des corps humains semblables à des zombies atterrissent près de Cap Canaveral et essaient de saboter les lancements de fusées américaines. Leur plan diabolique consiste à rôder dans les marais de Floride et à semer la confusion chez toutes les personnes qu'ils rencontrent, y compris, apparemment, le public. Dès les premières scènes, le film est un exercice de confusion. Les personnages ont de longues conversations maladroites qui expliquent l'intrigue encore et encore. Les costumes des extraterrestres consistent en un maquillage épais et de mauvaises perruques avec des regards vides et des démarches rigides censées être menaçants, mais qui ont simplement l'air ennuyés. Quand les monstres perdent un membre, ils en vissent simplement un nouveau, utilisant souvent un accessoire qui ressemble à un article de liquidation d'un magasin d'Halloween. Les effets spéciaux sont incroyablement mauvais. Les lancements de fusées sont représentés avec des cierges magiques attachés à des maquettes et les panneaux de contrôle aliens sont faits de carton et de papier d'aluminium. Le film alterne entre des scènes où les extraterrestres complotent dans leurs repères et des agents gouvernementaux qui se grattent la tête de confusion. Le rythme est glacial, avec des longues séquences de personnages conduisant, marchant ou simplement regardant dans le vide. Malgré une durée de moins de 70 minutes, le film semble 2 fois plus long à cause de tous les remplissages et répétitions. La seule chose plus effrayante que les monstres est le montage, qui entrelace des prises de vue de jour et de nuit dans la même séquence, et change parfois même d'acteurs en cours de scène. Les monstres de Cap Canaveral est le genre de film qui vous fait apprécier à quel point il est difficile de réaliser, même un film médiocre. Numéro 18. Spaceways, 1961. Spaceways est un film qui prouve que, parfois même, les idées les plus prometteuses peuvent
peut s'effondrer spectaculairement. Produit par la société britannique Hammer Films, mieux connue pour leurs films d'horreur somptueux, ce film tente un mélange de genres audacieux, fusionnant un mystère de meurtre noir avec les nouvelles frontières des voyages spatiaux. Le résultat, malheureusement, est aussi sec et sans vie qu'un cratère lunaire. L'histoire tourne autour du docteur Stephen Mitchell, un ingénieur en fuséologie sur le point d'envoyer l'humanité en orbite. Lorsque sa femme et son amant disparaissent mystérieusement, les soupçons se portent sur lui. Le retournement de situation? Leur corps pourrait être caché sur un vaisseau spatial sur le point de lancer vers les étoiles. Le cadre est propice à l'intrigue, mais l'exécution est gâchée par un jeu d'acteurs rigide et un jargon technique interminable. Scène après scène, des scientifiques en blouse blanche expliquent la conception des fusées, ou réexaminent les mêmes soupçons. Lorsque Spaceways tient enfin sa promesse de voyage spatial, les résultats sont ridiculement primitifs. Les fusées sont des modèles en carton sur des ficelles, les salles de contrôle ressemblent à des décors récupérés de Plan 9 from Outer Space. Et les vues extérieures de la Terre sont simplement des peintures floues. Le mystère du meurtre s'effondre avec un retournement tellement mal annoncé que vous le verrez venir avant le décollage. Le dialogue est rigide et oubliable. Les acteurs semblent incertains d'être dans une enquête policière ou une épopée spatiale. Le triangle amoureux au cœur de l'histoire n'éveille jamais de véritable émotion. Et le climax est moins une fin explosive qu'un doux crépitement. Alors que Hammer Films allait créer certains des films d'horreur les plus mémorables de la décennie, Spaceways est un rappel que même les meilleurs studios peuvent s'écraser. Aujourd'hui, il est surtout connu des collectionneurs fervents ou comme bruit de fond un dimanche pluvieux. Numéro 17. The Yesterday Machine, 1963. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si une équipe de tournage du Texas essayait de réaliser un thriller de voyage dans le temps avec $10 et une caméra empruntée, The Yesterday Machine est votre réponse. Cette bizarrerie à très petit budget raconte l'histoire d'un scientifique nazi fou qui, des années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a construit une machine à voyager dans le temps au cœur du Texas. Son objectif? Ramener Hitler à la vie et établir un quatrième Reich. Le film commence par un meurtre et une enquête policière déconcertante menée par un shérif qui récite ses répliques avec l'énergie d'un paresseux sédaté. L'histoire bascule rapidement dans l'absurde lorsque les personnages découvrent la machine à voyager dans le temps, un décor assemblé avec des appareils ménagers, des lumières de Noël clignotantes et des draps. Le méchant nazi ressemble plus à un professeur de mathématiques surchargé qu'à un génie fou, et son plan diabolique est si alambiqué qu'il semble lui-même s'y perdre. Le dialogue est ridiculement mauvais, souvent livré sur un ton monotone, et les scènes s'éternisent, alors que les personnages expliquent laborieusement chaque rebondissement de l'intrigue les uns aux autres. Les effets spéciaux consistent principalement en des machines à brouillard et des fondus de caméra, et la technologie supposée futuriste est clairement juste des objets provenant du garage de quelqu'un. La confrontation finale, une fusillade entre la police et le nazi en blouse de laboratoire, est filmée en gros plans confus et se termine brusquement avec peu de résolution. Ce qui distingue The Yesterday Machine, c'est son absence totale de rythme et de cohérence narrative. Des scènes longues et inutiles allongent le temps d'exécution, et les actions des personnages ont rarement du sens. Mais il y a un charme bizarre dans sa sincérité. Un sentiment que chacun impliqué faisait vraiment de son mieux, malgré des obstacles écrasants. C'est une relique du cinéma régional à son niveau le plus ignorant et un incontournable pour les connaisseurs des plus grands échecs du cinéma. Numéro 16. L'horreur des monstres de sang, 1965. Quand vous pensez à des films de monstres, vous vous attendez à un certain niveau de cohérence, même si le budget est réduit. The Horror of the Blood Monsters, réalisé par la légende des films de série B, Al Adamson, jette cela par la fenêtre avec un film qui est plus un collage qu'une histoire. Au lieu de créer de nouvelles séquences, Adamson a assemblé des scènes d'anciens films d'horreur philippins en noir et blanc, les a teintés de couleurs vives et les a maladroitement entrecoupées de scènes tournées à la hâte d'astronautes et de vampires. L'intrigue, telle qu'elle est, implique un groupe d'astronautes qui atterrissent sur une planète étrange habitée par des vampires, des hommes lézards et des hommes des cavernes. Cependant, une grande partie des séquences provient clairement d'autres films, avec des scènes teintées en rouge, bleu ou vert pour les rendre extraterrestres. Un instant, vous regardez des acteurs en combinaison spatiale qui peinent à débiter du charabia technologique. Ensuite,
Vous êtes transporté dans un monde de films muets de combat entre hommes des cavernes et dinosaures. C'est absolument déroutant. Le dialogue est principalement du remplissage, avec des personnages qui parlent en rond, ou qui narrent ce qui se passe, comme s'ils avaient peur que le public se perde, ce qui, honnêtement, est une préoccupation légitime. Les monstres eux-mêmes changent d'apparence d'une scène à l'autre, et les monstres sanguinaires ressemblent de façon suspecte à des figurants portant des dents d'Halloween et des capes. Le montage est saccadé, la musique est discordante, et le rythme est complètement chaotique. À la fin, les spectateurs sont laissés hébétés, incertains de ce qu'ils viennent de voir. Pourtant, le film est devenu une légende parmi les fans de mauvais films pour son audace, et comme un témoignage de la capacité d'Adamson à étendre un budget plus loin que quiconque ne le pensait possible. Ce n'est pas juste un mauvais film, c'est une expérience, et une qui reste longtemps après que le générique défile. Numéro 15. Ils ont sauvé le cerveau d'Hitler. 1968. Ils ont sauvé le cerveau d'Hitler se dresse comme un monument du genre de patchwork cinématographique qui ne pouvait se produire que dans les années 1960. Ce qui a commencé comme un thriller d'espionnage à petit budget appelé Les Fous de Mandoras a été prolongé par 20 minutes supplémentaires de nouvelles séquences, tournées des années après l'original, avec de nouveaux acteurs et des sous-intrigues entièrement nouvelles. Le résultat? Un des films les plus tristement célèbres et incohérents jamais réalisés. L'histoire, si l'on peut l'appeler ainsi, tourne autour d'un complot nazi pour ramener Hitler à la vie. Après la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques ont gardé le cerveau de Hitler en vie, dans un bocal en verre, le conservant afin que le Reich puisse un jour renaître. Des agents américains sont envoyés dans un pays fictif d'Amérique du Sud pour arrêter la cabale nazie et détruire enfin le cerveau machiavélique du Führer. Si le postulat n'était pas déjà assez fou, la réalisation est un pur chaos. Le film oscille entre les images originales de 1963 et les scènes ajoutées de 1968, avec des acteurs qui changent de coiffure, de vêtements et même de personnalité entre les prises. Les scènes se coupent brusquement, les lieux changent sans prévenir, et le doublage est dépareillé et désynchronisé. Les nouvelles séquences ressemblent à un tournage dans le jardin de quelqu'un, avec des agents gouvernementaux qui se tiennent autour et expliquent l'intrigue les uns aux autres pendant ce qui semble être des heures. Le climax est légendaire. Après des trahisons sans fin, des courses-poursuites et des fusillades, on a droit à un gros plan sur une tête de mannequin avec une moustache dans un aquarium. Le cerveau d'Hitler, qui explose immédiatement dans un éclat de séquence d'explosion de stock. Le public est laissé perplexe et épuisé. Ils ont sauvé le cerveau d'Hitler, et si notoirement terrible qu'il a atteint une sorte d'immortalité parmi les aficionados des mauvais films. Il est enseigné dans les écoles de cinéma comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et a été éreinté par les critiques pendant des décennies. Si vous voulez voir comment un film peut se dégrader sous vos yeux, c'est un visionnage obligatoire. Numéro 14. The Undertaker and His Pal. 1966. Un hybride de comédie d'horreur qui n'arrive à être ni drôle ni effrayant, The Undertaker and His Pals est un désastre free issu de l'âge d'or de l'exploitation en drive-in. Le principe est aussi macabre que de mauvais goût. Un trio de psychopathes à moto s'associe à un croque-mort sinistre. Leur plan? Ils assassinent des gens au hasard en ville, puis livrent les cadavres frais aux croque-morts, qui non seulement profitent de leurs funérailles, mais utilisent les restes comme viande dans les plats célèbres de son restaurant. Dès le début, le film est maladroit et gênant. Au lieu de mêler humour noir et véritable horreur, le film propose des tentatives maladroites de slapstick et de gags visuels, comme des corps tombant des cercueils ou des dispositifs de meurtre excessivement élaborés. Les dialogues sont embarrassants, souvent livrés avec un clin d'œil et un coup de coude, mais les blagues tombent à plat. Le jeu d'acteur, allant de l'amateurisme au cabotinage, ne fait qu'empirer les choses. Les effets spéciaux sont aussi bon marché que la morale du film, avec du faux sang qui ressemble à du ketchup et des membres qui semblent faits de caoutchouc. Les scènes de dîner sont censées être des comédies grossières, mais elles suscitent plus probablement des grognements que des rires. Le rythme est inégal, avec de longues périodes de remplissage ennuyeux et des éclats soudains de violence cartoon. Ce qui coule vraiment The Undertaker and His Pals, c'est son absence totale de tonalité. Les scènes oscillent entre la comédie burlesque,
Un peu de meurtre, et des tentatives bizarres de commentaires sociaux, mais rien ne colle. Au lieu de cela, le film ressemble à une blague d'initié que tout le monde sur le plateau a trouvée hilarante, mais qui ne se traduit jamais à l'écran. Aujourd'hui, le film est surtout rappelé comme une curiosité. Une de ces bizarreries cultes du genre. Vous pouvez croire que ça a été fait, que seuls les plus dévoués complétistes de films d'horreur recherchent. Pour le reste d'entre nous, c'est un rappel qui retourne l'estomac que certaines blagues feraient mieux de rester inexprimées. Numéro 13. Ratfink, Aboubou, 1966. Si vous n'avez jamais entendu parler de Ratfink, Aboubou, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est l'un de ces films rares dont l'histoire est tout aussi célèbre que le film lui-même. Ce qui a commencé comme un drame policier classique a pris un tournant étrange en milieu de production, se transformant accidentellement en une parodie surréaliste de super-héros. Le film commence comme une histoire sombre d'un chanteur de rock nommé Lonnie Lord et de son jardinier, Titus, dont la petite amie est kidnappée par la bande de criminels. Jusqu'à ce moment, c'est un film d'exploitation à petit budget standard, mauvais éclairage, dialogue maladroit et scènes qui semblent s'étendre à l'infini. Mais ensuite, soudainement, le ton change. Les héros deviennent des combattants du crime costumé, enfilant des tenues faites maison et se rebaptisant Ratfink et Boubou. Pourquoi? Apparemment, les cinéastes ont manqué d'argent et ont décidé de parodier Batman et Robin à la place. La transition est choquante, sans explication ni logique. En une minute, c'est un film criminel. Ensuite, nous sommes dans une farce de super-héros kitsch. Le titre lui-même était une faute de frappe. Ça devait être Ratfink et Boubou. Mais l'erreur n'a pas été remarquée avant que les crédits ne soient imprimés. Les scènes d'action sont tournées dans des parcs publics avec les acteurs improvisant clairement les dialogues et les cascades au fur et à mesure. Les méchants sont caricaturaux. Les costumes ne sont guère plus que des draps et des survêtements, et la bande-son est un mélange étrange de surf rock et de musique d'ascenseur. Au moment où le film se termine par une bataille de tartes et un numéro musical, vous vous demandez si c'était un rêve fiévreux. Ratfink, Aboubou a atteint le statut de film culte grâce à son étrangeté pure et sa comédie accidentelle. C'est un film où tout va de travers de la manière la plus divertissante possible, un véritable artefact du cinéma à petit budget débridé. Numéro 12. The Fat Spy, 1966. Une tentative infructueuse de surfer sur la vague des fêtes de plage des années 1960, The Fat Spy reste un avertissement sur ce qui se passe quand on essaie d'en faire trop avec trop peu. Avec les légendaires comédiens Jane Mansfield et Phyllis Diller, le film est un mélange désordonné de parodies de films d'espionnage, de numéros musicaux et de romances loufoques qui n'arrivent jamais à être drôles, palpitants ou même vaguement cohérents. L'histoire se déroule sur une île supposément déserte, où un savant fou et sa fille complotent pour découvrir la fontaine de jouvence. Pendant ce temps, un groupe d'adolescents arrive pour s'amuser, danser et parfois chanter. Entrée le méchant maladroit, l'espion en titre corpulent, qui, avec son acolyte, tente de contrecarrer les plans des autres. L'intrigue se complique avec des trahisons, des identités secrètes et d'innombrables scènes qui n'aboutissent à rien. Les blagues tombent à plat avec des gags qui ne passeraient pas dans une pièce d'école primaire. Le jeu d'acteur, malgré la présence de comédiens chevronnés, est au mieux bâclé. Mansfield a l'air ennuyé. Diller fait des grimaces désespérées pour la caméra, et le reste de la distribution semble attendre le déjeuner. Les chansons, insérées de manière maladroite sans rime ni raison, sont instantanément oubliables. Les valeurs de production sont inexistantes. L'île est manifestement juste un parc public. Les accessoires sont réutilisés dans chaque scène, et les erreurs de continuité sont abondantes. À la fin, le film se transforme en une poursuite chaotique, où tout le monde court en cercle, et le public se retrouve épuisé. The Fat Spy n'a pas trouvé son public à l'époque, et n'a depuis été retenu que par les fans inconditionnels du cinéma, si mauvais que c'est bon. Pour tous les autres, c'est une leçon magistrale sur la manière de ne pas faire une parodie, la preuve que même les plus grandes stars ne peuvent pas sauver un scénario qui n'aurait jamais dû quitter la machine à écrire. Numéro 11, The Starfighters, 1964. Certains films sont mauvais parce qu'ils essaient et échouent dans la grandeur. D'autres, comme The Starfighters, sont mauvais parce qu'ils ne tentent jamais vraiment quoi que ce soit. Ce film est légendaire parmi les fans de Me
History Science Theater 3000, où c'est devenu une blague récurrente pour sa monotonie abrutissante et son obsession pour le ravitaillement en vol. L'intrigue, telle qu'elle est, suit le jeune pilote de l'armée de l'air, lieutenant Ace Kent, alors qu'il s'entraîne à piloter le Lockheed F-104 Starfighter. L'essentiel du film est composé d'images d'archives. Décollage, atterrissage, ravitaillement en vol, davantage de ravitaillement, et encore plus. Quand nous ne sommes pas en l'air, nous sommes soumis à d'interminables scènes de briefing militaire, de jargon technique et d'exercices d'entraînement. Il y a une intrigue romantique ajoutée, mais elle est si sans vie qu'on souhaiterait qu'ils reviennent au jet. Au moins ces plans ont du mouvement. Le jeu d'acteur est mécanique, chaque réplique étant livrée, comme si elle était lue directement à partir d'un manuel de vol. Le scénario tente de susciter du drame, avec des discussions sur des missions dangereuses. Mais personne n'est vraiment en danger, et il ne se passe jamais rien. Des scènes entières sont consacrées aux détails des concepts de conception des sondes de carburant et des protocoles de sécurité. Les Starfighter est célèbre pour son rythme. Des minutes entières sont remplies de rien d'autre que de ravitaillement en vol des jets, accompagnées d'explications détaillées de chaque étape mécanique. C'est le rare film qui vous fait apprécier les vidéos d'entraînement militaire pour leur valeur divertissante. Il n'y a pas de méchant, pas de tension, et pas de véritable climax, juste un lent roulage vers le générique. Pour les insomniaques et les passionnés d'aviation, cela pourrait être un rêve devenu réalité. Pour tous les autres, c'est un test d'endurance et un avertissement que parfois le réalisme au cinéma est surévalué. C'est aussi proche que le cinéma puisse être de regarder de la peinture séchée sur un avion. Numéro 10. Le monde sauvage de Batwoman. 1976. Les super-héros n'étaient pas toujours des succès au box-office, générant des milliards de dollars. Et Le monde sauvage de Batwoman en est la preuve. Sorti au sommet de la Batmania, ce célèbre plagiat a tenté de tirer profit de la popularité du justicier capé, seulement pour être poursuivi par DC Comics pour violation des droits d'auteur. Même sans le procès, cependant, ce film serait célèbre pour toutes les mauvaises raisons. L'histoire, si on peut l'appeler ainsi, tourne autour de Batwoman, une super-héroïne d'âge mûr, vêtue d'un juste au corps, qui dirige un groupe de Batgirls dansantes alors qu'elles combattent le méchant Ratfink, à ne pas confondre avec l'entrée, au nom similaire plus tôt dans cette liste. L'intrigue tourne autour d'un plan diabolique, visant à voler un appareil auditif sonore, qui donnera d'une manière ou d'une autre au méchant le pouvoir de conquérir le monde. Ce qui se déroule est un défilé surréaliste de dialogues absurdes, de numéros de danse en boîte de nuit et de scènes de lutte contre le crime si mal mises en scène qu'elles ressemblent à des prises ratées d'une fête d'anniversaire pour enfants. Les effets spéciaux sont inexistants. Le repère secret de Batwoman est manifestement un salon ordinaire, et les gadgets ne sont guère plus que des objets ménagers courants. Les scènes de combat sont un mélange de poussées maladroites et de faux coups de poing, souvent filmés au ralenti, comme si cela les rendait plus dramatiques. Les acteurs, pour leur part, semblent être dans la blague, ou peut-être juste résignés à leur sort. Ce qui rend The Wild World of Batwoman si déroutant, c'est son ton. Est-ce censé être une parodie? Une tentative sérieuse d'action de super-héros? Ou juste un prétexte pour présenter des danseuses go-go? Le film ne prend jamais de décision, et le résultat est un fouillis bizarre dont il est difficile de détourner le regard. Pour les amateurs de mauvais films, c'est un incontournable, une parodie involontaire d'un genre entier. Pour tous les autres, c'est un monde sauvage en effet, à visiter une seule fois. Numéro 9. Monster & Go-Go. 1965. Monster & Go-Go n'est pas juste un mauvais film. C'est un mauvais film, construit à partir des morceaux de deux mauvais films, assemblés à la manière de Frankenstein, dans une tentative désespérée de finir le projet. Le réalisateur original a manqué d'argent à mi-parcours de la production, laissant le projet inachevé. Des années plus tard, un autre cinéaste a acheté les images, ajouté de nouvelles scènes et de nouveaux acteurs, et a réussi d'une manière ou d'une autre à le rendre encore plus incohérent. L'intrigue suit un astronaute qui revient sur Terre après une mission ratée, seulement pour se transformer en un monstre radioactif mangeur de chair. Mais en raison du montage bâclé et des scènes manquantes, il est presque impossible de savoir qui est qui ou ce qui se passe d'un moment à l'autre. Les personnages apparaissent et disparaissent sans explication, parfois joués par des acteurs différents dans des scènes consécutives. Les dialogues sont souvent prononcés en voix off, apparemment pour masquer l'absence d'audio correspondant.
ou pour expliquer des éléments de l'intrigue qui n'ont jamais été intégrés au film. Le monstre lui-même, un homme massif et lent avec du maquillage, est rarement vu, et quand il est plus comique que terrifiant. Les victimes sont dévorées dans des scènes où le monstre reste immobile et les gens tombent, souvent hors du cadre. Les indices musicaux apparaissent et disparaissent sans avertissement, et l'ensemble de la production a l'allure d'un film d'étudiant assemblé à partir de séquences trouvées. Peut-être l'élément le plus infâme est la fin. Après 70 minutes de confusion, une voix off dit au public que le monstre n'a jamais existé et que l'astronaute a été retrouvé vivant et en bonne santé. C'est l'équivalent cinématographique de « ce n'était qu'un rêve », et cela laisse les spectateurs se sentir trompés et déconcertés. Pourtant, d'une manière étrange, Monster à Go-Go est saisissant. Un désastre légendaire qui doit être vu pour être cru. Si vous aimez les films qui brisent toutes les règles, c'est votre Saint Graal. Numéro 8. The Magic Christmas Tree, 1964. Si vous attendez un classique réconfortant de Noël, continuez à chercher. The Magic Christmas Tree est un film pour enfants si étrange, si tonalement disjoint qu'il frôle le cauchemardesque. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui plante une graine magique, fait pousser un sapin de Noël parlant et se voit accorder 3 vœux. Cela semble assez innocent, mais le film plonge rapidement dans un territoire étrange et troublant. L'arbre éponyme n'est pas seulement magique, il est aussi profondément sarcastique, incitant le garçon à faire des vœux égoïstes qui lui causent des ennuis. Un souhait mène à un chien qui parle, un autre à un enlèvement par une méchante sorcière qui veut le cuire dans une tarte. À un moment, le Père Noël lui-même apparaît, mais au lieu d'un sauvetage joyeux, il livre un discours décousu sur le véritable sens de Noël, laissant le garçon et le public perplexes. Les effets spéciaux sont primitifs, même selon les normes des années 1960, avec des séquences en stop-motion qui ressemblent à des chutes d'un projet scolaire. Le dialogue est maladroitement doublé, et le jeu d'acteurs, principalement par des enfants, varie de rigide à carrément d'étrange. Les scènes s'éternisent, avec des numéros musicaux qui ont peu à voir avec l'intrigue et plus à voir avec le remplissage de la durée. L'Arbre de Noël magique est devenu un favori culte parmi les fans de mauvais films pour son audace pure. C'est le genre de film qui vous laisse avec plus de questions que de réponses. Pour qui cela a-t-il été fait? À quoi pensait-il? Et pourquoi le Père Noël semble-t-il si étrange? Pour les amateurs de cinéma étrange, c'est une bizarrerie incontournable pour les fêtes. Pour les autres, c'est le cauchemar de Noël. Numéro 7. Manos. The Hands of Fate. 1966. Peut-être qu'aucun film des années 1960 n'est aussi légendaire dans sa médiocrité que Manos. The Hands of Fate. Créé sur un pari par le vendeur d'engrais Harold P. Warren, qui prétendait pouvoir réaliser un film d'horreur réussi même sans expérience, ce film est devenu une icône culte du cinéma, tellement mauvais qu'il en devient bon. La prémisse est simple. Une famille, perdue lors d'un voyage, tombe sur un mystérieux pavillon dans le désert du Texas. Ils sont accueillis par Torgo, un gardien nerveux avec de gigantesques genoux et un regard hanté. Bientôt, ils tombent entre les griffes du sinistre maître, de son armée d'épouses perruquées et d'un complot impliquant des sacrifices païens. Dès le début, Manos est un gâchis. Le film a été tourné avec une caméra à manivelle, ce qui a entraîné des images saccadées et irrégulières, ainsi que de graves problèmes audio. Le dialogue a été doublé en post-production par seulement quelques acteurs de voix, souvent mal assortis et désynchronisés. Les scènes sont remplies de trajets interminables, de silences gênants et de plans qui restent longtemps après la fin de l'action. Le jeu d'acteur est extrêmement amateur, avec la performance de Torgo, désormais célèbre sur Internet, à la fois involontairement effrayante et bizarrement hilarante. Les effets spéciaux sont presque inexistants. À un moment, Manos agite simplement une paire de mains peintes pendant que ses épouses se battent au ralenti dans la poussière. La fin n'offre pas de véritable conclusion, et il n'est pas clair ce qui est arrivé aux personnages principaux, ni pourquoi. Pourtant, malgré tous ses défauts, Manos. The Hands of Fate perdure. Il a été célébré, moqué, refait et parodié par Mystery Science Theater 3000. Pour tout amateur de mauvais films, c'est un visionnage essentiel, une leçon magistrale de comment tout peut mal tourner et malgré tout créer un phénomène culte.
Numéro 6. Les incroyablement étranges créatures qui ont arrêté de vivre et sont devenues des zombies mêlés. 1964. Même le titre est un casse-tête, mais rien ne peut vous préparer à la folie des incroyablement étranges créatures qui ont arrêté de vivre et sont devenues des zombies mêlés. Ceci est le premier film musical de Monstres au monde. Un voyage psychédélique, involontairement hilarant, à travers l'esprit du réalisateur Ray Dennis Steckler. Le film suit Jerry, un habitué de la fête foraine qui tombe sous le charme hypnotique d'une sorcière diseuse de bonne aventure, le transformant en un zombie chancelant et meurtrier. Ou du moins, c'est ce que prétend le scénario. La plupart du film est une série décousue et épisodique de numéros de danse, d'actes musicaux et de scènes de meurtre, le tout filmé avec des caméras à main tremblotantes et une vertigineuse série de coupes franches. Les zombies sont des clients de carnaval, avec du maquillage épais et des vêtements déchirés, titubant en cercle ou attaquant les victimes avec des griffes au ralenti. Des numéros musicaux apparaissent aléatoirement avec des gogo danseurs et des chanteurs de lounge qui volent la vedette pendant des minutes à la fois. Le jeu d'acteur est rigide, les dialogues sont en grande partie improvisés, et l'intrigue, telle qu'elle est, devient presque impossible à suivre alors qu'elle se précipite vers son final chaotique. Malgré ses défauts, The Incredibly Strange Creatures a un public fidèle parmi les amateurs d'art outsider. Son surréalisme accidentel, ses visuels criards et son ambition débridée en font l'un des films les plus étranges et mémorables parmi les mauvais films jamais réalisés. Pour quiconque cherche un trip cinématographique hallucinant depuis le confort de son canapé, c'est la référence en or. Numéro 5. The Horror of Party Beach, 1964. Présenté comme le premier film d'horreur rock'n'roll, The Horror of Party Beach est un exemple spectaculaire de la manière dont deux plaisirs, les fêtes sur la plage et les films de monstres, peuvent se combiner pour créer quelque chose de vraiment terrible. Le film commence de manière assez innocente, avec des adolescents s'amusant sur le sable près de New York, dansant au son de la musique live et célébrant l'été. Mais lorsqu'un baril de déchets radioactifs est déversé dans la baie et atterrit sur un squelette au fond de l'océan, le véritable chaos commence. Un monstre émerge avec des lèvres en forme de pain à hot dog, des yeux de balles de ping-pong, et ce qui ressemble à des têtes de serpillière pendant de ses bras. Voici votre monstre. La structure du film oscille entre des concerts de surf rock, mettant en vedette le groupe réel The Delaires, et le monstre attaquant tous ceux assez fous pour nager après la tombée de la nuit. Le jeu d'acteur est typiquement celui des films de série B de Draven, avec des reines du cri s'évanouissant pour un rien et des protagonistes masculins qui semblent perpétuellement confus. Le dialogue est ponctué de rires involontaires, alors que les personnages débattent solennellement de la manière d'arrêter le monstre, suggérant à un moment donné l'utilisation de bicarbonate de soude comme arme. Les effets spéciaux sont, même selon les normes basses de l'époque, outrageusement mauvais. Le costume du monstre est si encombrant que les victimes doivent pratiquement sauter dans ses bras, faisant semblant de se débattre alors qu'elles sont dévorées. Les effets de sang et d'horreur ne sont rien de plus que de la peinture rouge et des morceaux de poulet. La science est risible, avec un professeur local servant de voix de la raison, mais proposant des plans de plus en plus ridicules. Pourtant, malgré tous ces échecs, The Horror of Party Beach est étrangement attachant. Son sérieux et son dynamisme en font un film culte, surtout pour ceux qui apprécient la comédie involontaire. C'est un rappel que même les pires films peuvent être incroyablement divertissants avec le bon public et beaucoup de popcorn. Numéro 4. The Creeping Terror, 1964. Si vous demandez aux aficionados de mauvais films leur Mount Rushmore des films de créatures terribles, The Creeping Terror est presque assuré d'y trouver sa place. Tourné dans les montagnes de Californie avec un budget dérisoire, ce film est tristement célèbre pour son monstre. Un tapis géant pelucheux, avec des tentacules en chambres à air, qui se déplacent lentement à travers le paysage, dévorant ses victimes dans ce qui ne peut être décrit que comme une farce au ralenti. L'histoire est simple. Un vaisseau spatial atterrit près d'une ville rurale tranquille, libérant une créature extraterrestre qui se met à dévorer quiconque se trouve sur son chemin. Le film essaie de créer de la tension, mais le monstre est si lent et peu maniable que les victimes doivent grimper activement dans sa bouche, tirant la créature sur elle-même comme s'il s'agissait d'un gigantesque sac de couchage. Au lieu de musique dramatique, une grande partie de l'action est narrée par une voix off sèche, qui aurait été ajoutée parce que tout l'audio
enregistré pendant le tournage a été perdu. La caractérisation est minimale. La plupart des gens existent juste pour être mangés. Le dialogue est presque entièrement remplacé par le narrateur décrivant ce que nous voyons, souvent en surexpliquant chaque petit détail. Le couple, inconscient de l'horreur imminente, profite d'un pique-nique au bord du lac. Le jeu d'acteur est aussi figé que les pins à proximité, avec des personnages se dirigeant vers le danger ou restant figés de peur pendant plusieurs minutes. Le montage est fait de façon aléatoire. Les scènes sont interminablement étirées, et la fin arrive non pas avec fracas, mais avec un gémissement. Pourtant, La Terreur rampante a survécu en tant que classique culte, célébré pour son incompétence pure et son monstre mémorable. Pour ceux qui aiment rire des films, c'est un visionnage essentiel, un témoignage de la manière dont les meilleurs mauvais films naissent. Non par malice, mais par une ambition créative pure qui a terriblement mal tourné. Numéro 3. The Beast of Yucca Flats, 1961. La bête de Yucca Flats est un désastre légendaire dans les annales des films de monstres américains. Tourné dans les déserts brûlants près de Las Vegas, le film met en scène l'ancien catcheur Thor Johnson, dans le rôle d'un scientifique soviétique défecteur, qui, après avoir survécu à une explosion nucléaire, est transformé en tueur massif et muet. L'intrigue, si on peut l'appeler ainsi, consiste principalement en Johnson, trébuchant à travers le désert, étranglant chaque malheureux qui croise son chemin. Ce qui rend The Beast of Yucca Flats particulièrement infâme, c'est sa narration. Presque tous les dialogues ont été coupés ou perdus, donc tout le film est expliqué via une voix off monotone, délivrant des phrases comme « Drapeau sur la lune »,« Comment est-il arrivé là ?» et « Touché de la mort ». Il n'y a pas de retour en arrière. Les lèvres des personnages ne sont jamais synchronisées, et de nombreuses scènes se déroulent dans un silence complet, interrompu seulement par le vent bourdonnant ou des grognements gênants. Les valeurs de production sont au plus bas. Le désert est filmé en noir et blanc granuleux. Les scènes s'éternisent, avec peu d'action, et les attaques du monstre sont si lentes que les victimes pourraient s'échapper simplement en s'éloignant à pied. Le film remplit son temps avec des images d'animaux du désert et de voitures roulant pendant des minutes entières. Le montage est un désordre, avec des séquences entières répétées ou inversées, et le jour devient nuit sans explication. Malgré ses nombreux défauts, The Beast of Yucca Flats a acquis un statut culte pour sa pure étrangeté. C'est déroutant, lent et complètement dépourvu de frayeur, mais il est difficile de détourner le regard. Si vous avez déjà voulu voir un film qui illustre la phrase « tellement mauvais qu'il en devient bon », c'est un exemple classique. Une mise en garde pour tout aspirant cinéaste qui pense qu'il suffit d'une caméra et d'un rêve. Numéro 2. Ega, 1962. Bien avant que Richard Kiel ne devienne célèbre en tant que Jaws dans la série James Bond, il a joué dans l'un des films de monstres les plus étranges jamais réalisés. Ega. Le film commence par un accident de voiture dans le désert californien, où l'adolescente Roxy rencontre le gigantesque homme des cavernes, Ega, qui, contre toute attente, est bien vivant de nos jours. Le prétendu petit ami de Roxy et son père Crooner partent bientôt à sa rescousse, entraînant une série d'aventures bizarres, de triangles amoureux et de numéros musicaux dans les grottes. Ega est une leçon magistrale de cinéma amateur. Le scénario est douloureusement lent, remplissant le temps du film avec des plans interminables de personnes conduisant, marchant ou simplement immobiles. Le dialogue est artificiel et les personnages prennent souvent des décisions déroutantes. L'une des scènes les plus notoires implique Ega rasant le père de Roxy, une séquence prolongée si maladroite et inutile qu'elle est devenue une légende parmi les amateurs de mauvais films. Les effets spéciaux sont minimaux. Le repère d'Ega n'est qu'une grotte locale, décorée avec quelques os et de fausses toiles d'araignée, qu'elle, pour sa part, fait de son mieux, mais la réalisation ne lui donne pas grand-chose à exploiter. Son homme des cavernes grogne principalement et prononce son nom à des intervalles aléatoires. Des numéros musicaux apparaissent à des moments incongrus, avec la bande-son qui passe du surf rock aux ballades de lounge sans rime ni raison. Pourtant, Ega perdure. Il a été célébré sur Mystery Science Theater 3000 et projeté lors d'innombrables marathons de mauvais films. Son sérieux et sa comédie involontaire en font un favori pour ceux qui chérissent les recoins les plus étranges de l'histoire cinématographique. Pour les nouveaux venus, c'est un rite de passage, un que vous n'oublierez jamais.
Numéro 1. Le Père Noël contre les Martiens, 1964. En tête de notre liste se trouve un film tellement infâme qu'il est devenu une tradition des fêtes pour les amateurs de catastrophes cinématographiques. Santa Claus Conquers the Martians est un film qui se délecte de sa propre absurdité. Une histoire sur des enfants martiens qui, désireux de la joie de Noël sur Terre, persuadent leurs parents d'enlever le Père Noël et de l'amener sur Mars. Le résultat? Chaos, confusion et un film de vacances si maladroit que c'est adorable. Le film est rempli de costumes extravagants. Les Martiens portent de la peinture verte sur le visage, des gants de hockey et des passoires à l'envers, comme casque. Les décors sont en carton et en guirlande, avec des pistolets laser qui ressemblent à de simples jouets à eau. Le jeu d'acteur est sincère, mais rigide, avec un Santa qui reste joyeux même s'il est retenu en otage sur une autre planète, et les enfants acteurs récitant leurs répliques comme si c'était la première fois. Le ton de l'histoire est à la fois innocent et absurde. Le méchant martien, Voldar, veut annuler Noël, tandis que le Père Noël, indifférent à son kidnapping, installe une usine de jouets sur Mars et remonte le moral des enfants locaux. Le faible budget est évident dans chaque scène, du robot tristement célèbre à l'ours polaire. Malgré, ou peut-être à cause de, ses défauts, Santa Claus Conquers the Martians est devenu un phénomène culte. Il a été parodié par MST3K, tourné en dérision dans d'innombrables rétrospectives, et regardé chaque année par des familles ayant un goût pour le bizarre. Dans le monde du cinéma tellement mauvais que c'en est bon, c'est le pôle Nord, un favori des fêtes qui prouve que même les pires films peuvent trouver leur public. Et voilà, les 20 pires films des années 1960. Des enlèvements martiens aux monstres radioactifs. Ces échecs cinématographiques prouvent que les mauvais films ne se démodent jamais vraiment. Votre échec favori est-il sur la liste? Quel délice épouvantable ajouteriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de récapitulatifs de films épiques et n'oubliez pas d'activer la cloche pour toutes nos dernières sélections. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois, les meilleures soirées cinéma sont faites des pires films.